Que fais-tu ici ? Clément répondit. Reste calme, Alia. Je ne veux pas te faire de mal. Juste quelque chose que je suis sûre que tu apprécieras. Elle commença à se débattre pour quitter la pièce, mais en vain. Personne n'était là pour l'entendre, et elle n'avait pas de force. Lors des cérémonies funéraires de son père, les oncles et tantes de Alia, qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant, sont venus de loin pour lui offrir leur soutien et leurs condoléances. C'était un moment de tristesse profonde pour la fillette de 10 ans, désormais orpheline, ayant perdu sa mère à la naissance et son père récemment. Dans le salon funéraire, parmi les invités vêtus de noir, Alia était assise à côté de tante Ira, qui avait pris soin d'elle avec amour et dévouement pendant la maladie de son père. Des personnes de tous horizons vinrent exprimer leurs condoléances et leur soutien en ces temps difficiles. Soudain, une femme élégante, visiblement aisée et riche, entra dans la pièce. Elle se présenta à tout le monde comme tante Karen, la demi-sœur du père de Alia. Tante Karen offrit des mots de réconfort et promit de veiller sur Alia, s'assurant qu'elle ne manquerait jamais de rien. Elle lui remit même une enveloppe contenant de l'argent, un geste touchant qui reflétait sa générosité et son affection pour sa nièce. D'autres membres de la famille offrirent également leur soutien et leur disponibilité en cas de besoin, apportant des cadeaux et leur numéro de téléphone pour rester en contact. Plusieurs semaines après la cérémonie, tante Karen prit l'initiative de rendre visite à Alia, montrant son engagement à être présente pour elle dans ces moments difficiles. Cette présence réconfortante et ces actes d'amour familial apaisèrent grandement le chagrin d'Alia face à cette perte douloureuse de son père. Lors d'une visite, tante Karen informa tante Ira qu'elle venait principalement pour emmener Alia avec elle, puisque tante Ira voulait déménager. Au début, Alia ne voulait pas partir avec tante Karen, car elle ne la connaissait pas suffisamment, mais tante Ira la rassura en lui disant qu'avec tante Karen, elle recevrait une meilleure éducation dans les meilleures écoles de la ville. Tante Ira promit aussi de prendre de ses nouvelles fréquemment pour s'assurer qu'elle ne se sente pas trop seule. À contre-cœur, la pauvre fille finit par se plier aux demandes de ses tantes. Tante Karen emmena alors Alia dans la ville où elle vivait avec son mari et leur bébé. Alia reçut un accueil chaleureux et un bon repas autour d'une table où tout le monde discutait. Ce fut à ce moment-là que le mari de tante Karen prit la parole. « Alia, ici, c'est chez toi. Tu dois t'intégrer comme si rien n'avait changé. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le faire savoir. Nous sommes aussi ta famille. » C'était effectivement un accueil très chaleureux qui rassura de plus en plus la petite fille. Tout allait bien jusqu'à ce qu'après 3 mois, Alia rappela à sa tante l'école qu'elle lui avait promise. Sa tante lui dit à nouveau de ne pas s'inquiéter, mais les jours passèrent et elle n'était toujours pas inscrite à l'école. Un jour, alors qu'Alia effectuait ses tâches habituelles, sa tante l'appela d'urgence pour la rejoindre dans le salon. Elle courut rapidement vers le salon et vit sa tante avec un homme plus âgé, probablement dans la 60aine, qui discutait avec elle. Très poliment, elle salua l'invité et, suivant les instructions de sa tante, lui apporta un verre d'eau. Après avoir échangé quelques mots, sa tante la rappela. « Alia, tourne-toi pour que tonton puisse regarder comment tu es belle. » Innocemment, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle ne voulait pas contrarier sa tante, alors elle fit simplement ce qu'on lui a demandé. De toute façon, cela ne semblait pas être quelque chose de compliqué, pensa-t-elle. Finalement, le monsieur s'en alla, et tante Karen reprit. « As-tu vu mon invité ? Parce que si tu fais ce qu'il dit, il t'aidera à aller à l'école comme tu l'as toujours voulu. » Alia n'en croyait pas ses oreilles. Elle était si heureuse qu'elle pouvait à peine contenir son sourire lorsque sa tante continua. « Mais il y a une condition. Tu dois l'épouser, et il fera tout ce que tu lui demanderas. » À ces mots,
le cœur de la fillette se brisa. Sa joie se transforma soudain en tristesse. Elle savait bien ce que ce mot impliquait. Elle répondit alors, au milieu de toutes les questions qui traversaient son esprit. « Mais tante, je suis encore une enfant. »« Eh bien, tu te débrouilleras comme une adulte parce que je sais que tu es très intelligente, » répondit tante Karen. Lorsque la petite fille tenta de dissuader sa tante, celle-ci répondit que ce n'était pas un débat, qu'elle devait recevoir sa dot le lendemain et rejoindre son mari. La pauvre fille était bouleversée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas rester là sans rien faire, alors elle s'écria. « Je ne veux pas, tante. Si c'est comme ça, je préfère rentrer au village. » À ces mots, tante Karen se leva l'air furieuse et lui donna sa première gifle. Ce soir-là, elle la frappa violemment et sévèrement pour lui montrer qu'elle ne devrait jamais lui désobéir. Tard dans la nuit, elle fut réveillée par un bruit venant de la chambre de sa tante. Pendant que tante Karen faisait l'amour avec son mari, elle faisait tellement de bruit qu'elle avait même réveillé la petite fille qui se trouvait dans sa chambre. Tandis que tante Karen et son mari étaient plongés dans leur ébats amoureux, elle se glissa lentement hors du lit et traversa le salon sur la pointe des pieds, son corps couvert de plaies rouges. Elle attrapa les clés et, sans faire le moindre bruit, ouvrit la porte principale. Elle se mit alors à courir aussi vite qu'elle le pouvait pour sauver sa peau. Elle était partie les mains vides. La seule chose qu'elle avait emportée avec elle était le numéro que oncle Moïse lui avait donné lors de la cérémonie de son père. Elle courait de toutes ses forces, sans oser s'arrêter. Elle ne savait même pas où elle allait, mais tant que cela pouvait la sauver d'un mariage avec un homme de 60 ans, elle ne se plaignait pas. Dans son village natal, elle était même connue pour son intelligence et sa sagesse. Elle recevait des compliments à ce sujet. Alors elle se dit que c'était le moment d'utiliser cette intelligence. Après quelques minutes, elle s'arrêta essoufflée dans une ruelle, et dès qu'elle réalisa qu'elle était loin de la maison, elle pensa immédiatement à appeler sa tante préférée, tante Ira, pour lui faire part de la situation et expliquer que tante Karen voulait la marier à un vieil homme dans la soixantaine. Malheureusement, elle se rendit vite compte qu'elle n'avait pas pris le numéro de téléphone de tante Ira avec elle. Il faisait nuit, car il était environ 23 heures quand elle avait quitté la maison. Elle chercha donc un endroit où passer la nuit. Finalement, elle trouva une maison et elle se coucha discrètement par terre dans le jardin. Très tôt le matin, vers 7 heures, elle fut réveillée par une vieille dame. « Mais, que fais-tu ici ? Oh mon Dieu, tu as dormi seule ici ? » ?»« Bonjour madame, commença Alia. « Oui, j'ai dormi ici, mais je cherche mon oncle. » La dame poursuivit. « Qui est ton oncle ? Et cet oncle, il habite ici ? » ?»« Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas où le trouver, mais j'ai son numéro. » Après quelques instants d'hésitation, la dame décida de l'aider à appeler son oncle. Alia lui donna le papier pour qu'elle puisse composer le numéro. Alors que la dame composait le numéro, elle fut saisie par une peur soudaine. Et s'il me renvoyait chez ma tante ? Et s'il avait changé ? Est-ce qu'il vit toujours ici ? Beaucoup de questions traversaient son esprit. Intérieurement, elle se demandait si elle avait vraiment pris la bonne décision en fuyant la maison de sa tante. Si mon oncle ne m'aide pas, que vais-je faire ? Pourquoi devrais-je passer par tout cela, alors qu'une fille de 12 ans serait normalement avec sa famille en ce moment, recevant tout leur amour ? Elle était perdue dans ses pensées quand, après plusieurs tentatives, elle entendit « Allô » au bout du fil. Son cœur battant la chamade, elle répondit. « Allô, oncle Moïse, c'est moi, Alia. Tu m'as demandé de te prévenir quand j'aurais besoin de ton aide. Oui, bien sûr, dis-moi ce que je peux faire pour toi, Alia. » Elle bégayait encore quand l'oncle Moïse demanda. « Où es-tu ? Es-tu sûr que tout va bien ?» Elle répondit. « Oncle Moïse, je suis à Chiroundi. »« Quoi ?» cria l'oncle. « Mais que fais-tu là ? En
En fait, répétait Alia maladroitement, quand son oncle continua. Écoute, je pense que tu as de la chance car je vais à Chiroundi aujourd'hui pour faire des courses pour mon magasin. Ce que nous allons faire, c'est que tu vas attendre tranquillement là où tu es et je vais venir te chercher. Ne bouge pas pour que je puisse localiser l'endroit, précisa-t-il. En réalité, Alia était dans une maison assez connue à Chiroundi. Il ne serait donc pas trop difficile pour l'oncle Moïse de se retrouver. La dame permit à Alia de rester dans son magasin jusqu'à l'arrivée de son oncle. Elle resta là environ 1 heure, imaginant toutes sortes de choses pour passer le temps. Enfin, son oncle arriva avec un gros camion. Après avoir exprimé sa gratitude et échangé quelques mots avec la vieille dame, Alia s'installa sur le siège passager du camion de l'oncle Moïse. Ensemble, ils se rendirent au marché de Chiroundi pour faire les courses de l'oncle Moïse. 5 heures plus tard, ils avaient enfin terminé. Alia avait très faim, car elle n'avait rien mangé depuis une journée. Son oncle lui acheta quelque chose à manger pendant qu'il s'occupait de ranger les marchandises qu'il avait achetées dans son camion. Ensuite, ils reprirent la route vers le magasin de l'oncle Moïse. Une fois arrivé au magasin de l'oncle Moïse, il lui demanda « Que faisais-tu à Chiroundi ?» Elle répondit « Je vivais avec ma tante. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle m'a forcé à épouser un vieil homme. »« Quoi ? T'épouser ?» s'exclama l'oncle Moïse, choqué. « Tu parles de tante Karen, la demi-sœur de ton père qui porte des lunettes ?» Alia hocha la tête. L'oncle Moïse fut très surpris d'apprendre cela. Lui non plus ne connaissait pas très bien tante Karen. « Alia, tu sais que j'étais un ami de ton défunt père, donc je ne peux pas te voir dans une telle situation et ne rien faire. Tu resteras avec moi quand nous arriverons dans mon village à Kasamba. » Après quelques minutes de route supplémentaire, ils arrivèrent enfin chez l'oncle Moïse. Celui-ci expliqua à sa femme qu'Alia était la fille de son défunt ami. Après les présentations, il les laissa discuter entre elles. L'oncle Moïse avait 3 enfants. L'aîné, nommé Clément, travaillait dur à l'école mais n'était pas le plus respectueux des 3. Le second, Luc, était très discret. La 3e, la seule fille, avait à peu près le même âge qu'Alia. Ce soir-là, ils dînèrent tous ensemble autour de la table, et Alia fut traitée avec beaucoup d'amour. Cette nuit-là, l'oncle Moïse s'expliqua à sa femme Mariam sur tout ce que Alia avait traversé et comment elle avait été traitée par tante Karen. C'est une petite fille très intelligente, mais malheureusement, la vie ne lui a pas été favorable, dit-il. Cette nuit-là, Alia dormit paisiblement jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin à 7 heures, alors que l'oncle Moïse était déjà parti pour son magasin, Mariam versa de l'eau sur Alia alors qu'elle dormait encore. Elle se réveilla en sursaut et réalisa que ce n'était autre que Mariam. Mariam commença. « Maintenant, je comprends pourquoi ta tante voulait te marier. Comment peux-tu encore être au lit à cette heure-ci ? Chez moi, les choses ne se passent pas comme ça. Si tu veux manger ici, tu devras te lever tôt, nettoyer les meubles, laver les vêtements sales et faire les tâches ménagères. » Pendant ce temps, les enfants de Mariam se préparaient déjà pour l'école. Alia pleurait tristement. Il était presque 14 et elle n'avait toujours rien mangé. Elle grelottait de froid parce qu'elle portait encore ses vêtements mouillés. Elle était seule avec toutes les tâches ménagères. Mariam lui avait donné beaucoup de travail, notamment le nettoyage, la vaisselle et bien d'autres corvées. Elle balaya toute la maison et vers 14h30, les enfants de Mariam étaient déjà rentrés de l'école. La pauvre fille n'avait même pas un moment pour se reposer. Dès qu'elle terminait une tâche, la femme de son oncle lui en donnait rapidement une autre. Jamais chez tante Karen elle n'avait été traitée ainsi. Bien que tante Karen ait voulu la marier à un vieil homme, elle ne l'avait jamais fait travailler comme une servante. Alia se questionnait constamment.
Pourquoi me traite-t-elle ainsi? Était-ce une erreur de fuir de chez tante Karen? Au fond d'elle, elle savait que retourner à l'école était désormais un rêve lointain qu'elle ne réaliserait peut-être jamais. Ce n'est qu'à 18 heures qu'elle prit son petit déjeuner, et c'était son seul repas de la journée. Elle regarda simplement les enfants de Mariam dîner et rire autour de la table. Elle était isolée, se contentant des restes de nourriture. Plus tard, l'oncle Moïse rentra enfin à la maison. Il demanda à Alia comment s'était passée sa journée. Craignant les regards de Mariam, elle mentit et répondit que tout allait bien. Elle avait peur d'être battue par Mariam si l'oncle Moïse partait pour son magasin. Elle n'osa donc pas lui dire ce qu'elle avait réellement vécu. Une semaine s'était déjà écoulée et rien ne s'était amélioré pour la pauvre fille. Chaque jour, l'oncle Moïse partait tôt le matin et rentrait très tard. Pendant la journée, quand l'oncle Moïse était dans son magasin, elle était seule avec toutes les tâches ménagères. Elle mangeait à peine mais travaillait tout le temps. Mariam profitait de l'absence de son mari pour rendre la vie de la petite fille infernale. Et lorsque son mari rentrait le soir, elle agissait comme une épouse attentionnée et bienveillante. Pendant ce temps, un beau matin, tante Karen se réveilla comme d'habitude et se rendit dans la chambre d'Alia pour lui demander de se préparer pour son mariage. Elle fut grandement surprise de constater qu'Alia n'était plus dans son lit. Saisie de peur, elle appela d'une voix tremblante. « Alia, Alia, où es-tu » Elle n'obtint aucune réponse et ne vit pas la petite fille. Seuls ses vêtements étaient dans la chambre. Elle courut immédiatement vers son mari et lui demanda « As-tu vu Alia ? Elle n'est plus dans sa chambre. » Son mari répondit calmement « Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu sais que je ne me suis pas levée depuis hier, et hier soir, elle était dans sa chambre, n'est-ce pas ?» Tante Karen tourna en rond, ne sachant que faire. « Qu'allons-nous faire maintenant, chérie ? Cette fille m'a tuée. Chimédu m'avait déjà donné une partie de la dot, et je l'ai utilisée. » Son mari, surpris, demanda « Quoi ? Tu as pris une partie de l'argent de la dot, et tu l'as utilisée pourquoi ?» Karen répondit « Tu sais, je t'avais parlé d'une perruque que j'aimais. J'ai utilisé l'argent pour acheter la perruque. » Plus tard cet après-midi, comme prévu, le vieil homme arriva pour emmener Alia et payer le reste de la dot. En apprenant qu'elle s'était enfuie et que Karen avait dépensé l'argent avancé, il devint rouge de colère. « Écoute-moi très bien. Je reviens dans exactement 3 semaines pour récupérer soit mon argent, soit la fille. » En réalité, une somme importante avait déjà été versée à tante Karen pour la dot d'Alia. Et, en colère, le vieil homme quitta les lieux en jurant de faire voir à Karen l'autre côté de son visage s'il revenait dans 3 semaines sans satisfaction. Cela faisait maintenant presque 1 mois qu'Alia avait fui la maison de tante Karen pour vivre avec son oncle Moïse et sa femme Mariam. Quelques jours plus tard, l'oncle Moïse l'inscrivit à l'école et veilla à ce qu'elle se sente toujours à l'aise et qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Il était toujours très gentil et attentif à ses besoins chaque fois qu'il le pouvait. Alia savait que si cela ne tenait qu'à Mariam, elle ne serait pas inscrite à l'école et ne bénéficierait pas de toute l'attention de l'oncle Moïse. Elle savait que tout ce qu'elle traversait était à cause de sa femme et qu'il n'en savait rien. Le lendemain, Alia fut très heureuse de commencer enfin l'école. Elle y arriva rapidement et apprécia énormément sa première journée. C'était quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Elle se voyait en uniforme comme les enfants de son âge et en rêvait. Mais aujourd'hui, elle aussi avait la chance de goûter à ce bonheur. Lorsqu'elle arriva le soir de l'école, elle fut accueillie par des gifles de Mariam, qui affirmait qu'elle était rentrée trop tard. Elle n'avait même pas enlevé son uniforme qu'elle était déjà ordonnée de faire le ménage qui l'attendait. Et ce n'était pas tout, car ce soir-là, elle fut aussi copieusement battue, avec des blessures et un dos rouge de coups de fouet.
Ses cicatrices et blessures n'étaient visibles que lorsqu'elle se déshabillait, donc l'oncle Moïse n'en avait aucune idée. D'ailleurs, il rentrait tard le soir et était généralement fatigué. Un samedi, l'oncle Moïse était allé à son magasin encore une fois. Mariam était allée au marché et les enfants étaient sortis jouer dans le quartier. Elle était restée seule à la maison pour faire le ménage. Elle décida de profiter de l'absence de Mariam pour se reposer. Elle dormait lorsqu'elle fut réveillée par la main de quelqu'un sur sa peau. Effrayée, elle se réveilla et découvrit que c'était le fils aîné de Mariam. Il essayait de l'attraper. Elle lui demanda « Que fais-tu ici ?» Clément répondit « Reste calme, Alia. Je ne veux pas te faire de mal. Juste quelque chose que je suis sûre que tu apprécieras. » Elle commença à se débattre pour quitter la pièce, mais en vain. Personne n'était là pour l'entendre, et elle n'avait pas de force. Elle n'avait que 12 ans, Clément en avait 19, et en plus elle était très fatiguée à cause des tâches incessantes de la journée. Clément déchira la robe de la pauvre fille, se jeta sur elle, et lui fit l'amour brutalement, et sans son consentement, la mettant dans tous ses états. Dès qu'il a été satisfait, il est parti comme si de rien n'était, sans se soucier de ses pleurs et des douleurs qu'elle ressentait. Abandonnée à son sort, elle pleura toutes les larmes de son corps, assise sur la natte rouge de sang. Quelque temps plus tard, Mariam revint du marché. Dès qu'elle vit les assiettes sales dehors, elle était folle de colère. Elle se dirigea vers la chambre de Alia et la trouva sur le tapis, en train de pleurer. « Qu'est-ce que tu fais encore sur la natte à cette heure ? Les assiettes sont toujours sales et tu as le courage de rester là à pleurer, ou je ne sais quoi. » Elle répondit que c'est son fils Clément qui l'avait violée et l'a mise dans cet état. Elle souleva sa robe et lui montra les traces de sang. « Va immédiatement te doucher. Et écoute-moi très bien. Si jamais tu en parles à qui que ce soit, j'en finirai avec toi. Je t'aurai prévenu. » La jeune fille en larmes se dirigea vers la salle de bain comme tante Mariam le lui avait demandé. Un jour, le mari de Mariam rentra à la maison depuis le magasin pour récupérer quelque chose pour la maison, et il vit sa femme maltraiter Alia. Il était très en colère et furieux. « Pourquoi traites-tu une petite fille de cette façon ? Ne vois-tu pas qu'elle est trop jeune pour ces châtiments que tu lui fais subir ?» demanda oncle Moïse avec colère. « En quoi cela te concerne-t-il ? Comment veux-tu que je la traite ? » répondit-elle. « Tu veux que je traite Alia correctement, pour qu'elle grandisse sous tes yeux et que tu puisses commencer à l'approcher, n'est-ce pas ? Tu penses vraiment que je serais le genre de mari à coucher avec une petite fille que je recueille pour l'aider ? Répondit Moïse. Eh bien, je ne sais pas, répliqua Mariam. Ce que je sais, c'est qu'elle va grandir et qu'à la maison, tu pourras commencer à regarder ses fesses. Laisse-moi être claire avec toi, Mariam. Je ne veux plus jamais que tu traites aussi mal cette pauvre fille, qui ne t'a rien fait. Tu sais très bien qu'elle est la fille de mon ami, et que je ne pourrai jamais faire ce que tu as tendance à insinuer. Sur ces mots, il quitta la maison furieux et se dirigea vers un bar du village. Il était accablé par ce que sa femme faisait subir à Alia, alors qu'il lui faisait confiance et n'avait jamais rien soupçonné. À la maison, Alia faisait toutes les tâches ménagères qui lui étaient confiées. Elle travaillait tard dans la nuit et se réveillait toujours très tôt le matin. À son école, elle était même connue pour ses retards constants, car elle n'arrivait jamais à l'heure. Ses camarades se moquaient d'elle et personne ne la prenait au sérieux. Même lorsque son directeur lui demandait pourquoi elle était toujours en retard, elle ne disait jamais rien. Elle était tellement occupée à la maison qu'elle n'avait même pas le temps de faire ses devoirs. Mais malgré tout, elle aimait toujours aller à l'école parce que c'était le seul endroit où elle pouvait vraiment oublier le stress de la maison. À l'école, elle avait un ami appelé Peter. Ils avaient pratiquement le même âge, bien que Peter était un peu plus âgé. Ils étaient tous les deux orphelins.
Peter lui aussi avait été adopté par une famille et parfois maltraité. Ensemble, ils discutaient et se racontaient beaucoup d'histoires. Mais jamais dans leur conversation, Alia n'a confié à Peter ce qu'elle subissait à la maison. Elle lui avait seulement dit que sa belle-mère était un peu stricte, mais rien de plus. Pendant ce temps, tante Karen continuait de chercher Alia toute seule dans toute la ville. Elle ne parvenait toujours pas à la trouver. Alors elle se demanda si elle devait appeler tante Ira pour lui demander si elle avait vu Alia et si elle était avec elle. Mais craignant que cela n'éveille des soupçons, elle décida de ne pas le faire. Pendant ce temps, oncle Moïse continuait à aller dans un bar tous les jours pour réfléchir à la situation de la petite Alia. Il se demandait si Alia était en sécurité avec sa femme Mariam ou s'il devait trouver un orphelinat pour elle. Il était tellement en colère contre lui-même de ne pas toujours être à la maison pour s'occuper du seul enfant de son ami décédé. Il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour offrir une meilleure vie à la petite fille. Il paya le barman, puis se dirigea vers sa moto. Pendant qu'il conduisait, une idée traversa son esprit. Et s'il confiait Alia à sa sœur? Peut-être qu'elle serait plus en sécurité là-bas. Sa sœur était, après tout, très généreuse. Il sortit son téléphone pour la contacter. Il parcourut rapidement ses contacts à la recherche de son numéro. Il était tellement concentré à chercher le numéro qu'il ne prêta pas attention à ce qui se passait sur la route et malheureusement, il fut percuté par une voiture venant de l'autre côté de la route. Sa moto perdit le contrôle et tomba violemment. Un grave accident venait de se produire. Une ambulance emmena rapidement l'oncle Moïse à l'hôpital. Tard dans la soirée, oncle Moïse n'était toujours pas revenu. Sa femme était un peu paniquée car, bien qu'il rentrait souvent tard, ce jour-là était différent. Il s'était disputé le matin, et maintenant, il était déjà passé minuit. Elle reçut soudainement un appel et répondit rapidement. On lui annonça que son mari avait eu un grave accident et était à l'hôpital. Elle suivit l'adresse donnée et se rendit à l'hôpital, le cœur battant. Malheureusement, on lui annonça que son mari était décédé. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle passa toute la nuit à l'hôpital, pleurant comme une folle. Le matin suivant, elle rentra enfin chez elle. À son arrivée, la première personne qu'elle rencontra fut Alia. Elle se jeta sur elle. « Tu as tué mon mari. C'est de ta faute si oncle Moïse est mort. S'il n'était pas parti en colère ce matin à cause de toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu es contente maintenant? Tu as réussi ta mission, mais sache que demain matin tu feras tes valises et tu quitteras ma maison. Je ne veux plus te voir ni entendre parler de toi. » Alia était dévastée. Son seul espoir venait de s'effondrer. Elle ne savait même pas où aller. Elle avait passé toute la nuit à pleurer sans fermer les yeux. Comment l'oncle Moïse avait-il pu partir ainsi et la laisser seule dans son triste sort? Tôt le matin, de nombreuses personnes étaient déjà arrivées chez l'oncle Moïse pour présenter leurs condoléances à sa femme et ses enfants et pour les soutenir. Mariam avait tellement pleuré qu'elle avait les yeux rouges. Alia s'était levée très tôt pour cuisiner, nettoyer et faire toutes les petites tâches ménagères. Elle faisait tout si bien que Mariam oublia même qu'elle lui avait dit de quitter la maison. Les jours suivants furent les plus longs pour Mariam. La mort soudaine et tragique de son mari allait changer le cours de sa vie et de celle de ses enfants. Pendant ce temps, le vieux Chinédu avait déjà appelé tante Karen pour en savoir plus sur la situation, car les semaines qu'il lui avait données étaient largement passées. Il menaça Karen de lui rendre son argent ou de retrouver sa fiancée. Malgré les efforts de Karen pour convaincre le vieil homme, il ne voulait rien entendre. « Si tu ne peux pas trouver Alia, alors rends-moi mon argent. » Karen proposa alors de lui trouver une autre fille si elle lui donnait un peu plus de temps. À cela, Chinédu répondit « Vraiment ?
Tu peux vraiment me trouver une autre fille aussi belle et vierge qu'Alia ? Oui, répondit Karen. Alors, combien de temps dois-je attendre pour venir la chercher ? Demanda Chinedu. Donne-moi juste un peu de temps, répondit Karen. Il se rendit compte qu'elle évitait de donner une date précise, alors il se fâcha et s'exclama. Un peu de temps, tu dis ? Je ne veux pas une estimation, mais une date précise. J'ai assez attendu et ma patience a des limites. Karen lui dit alors qu'elle avait besoin d'1 ou 2 mois pour trouver la fille idéale. Ouh, s'émerveilla Chinedu. Tu es une experte. Je comprends que tu as déjà une fille qui grandit très vite. Karen sourit à la remarque et dit « Nous sommes partenaires depuis longtemps, et tu sais combien de temps il a fallu à mon mari et à moi pour trouver cette fille, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Je ferai tout pour la retrouver, mais s'il te plaît, ne touche pas ma fille. » D'un rire moqueur, il conclut l'affaire et raccrocha. Les jours passèrent, et tante Ira appela tante Karen pour demander des nouvelles d'Alia, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles. « Bonjour tante Karen. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien. Je voulais juste appeler pour prendre des nouvelles d'Alia. » À ces mots, tante Karen ne savait pas quoi dire. Elle tenta d'éviter le sujet, mais tante Ira revenait sans cesse dessus. Elle répondit « Eh bien, je pensais qu'elle serait chez toi. » Tante Ira, étonnée, répliqua « Mais comment pourrait-elle être chez moi ? C'est toi-même qui es venue la chercher chez moi. » « Laisse-moi t'expliquer, » répondit tante Karen. « En fait, Alia a volé chez moi et s'est enfuie de la maison. Je pensais qu'elle était venue chez toi. » Tante Ira était stupéfaite. Elle connaissait très bien Alia et savait qu'elle ne volerait jamais rien. Elle ne pouvait pas croire un mot de ceux que lui disait tante Karen. 2 mois se sont écoulés depuis la mort tragique de l'oncle Moïse. Alia vivait toujours chez Mariam et était toujours aussi maltraitée qu'avant. Elle pouvait à peine manger et partageait même son repas avec le chien de la maison. Elle supportait tout malgré elle, car elle n'avait nulle part où aller. Chaque nuit, elle se faisait violer par son grand frère Clément, qui profitait d'elle pour assouvir ses désirs sexuels. Alia était très triste et traversait une période extrêmement difficile. Elle ne pouvait même pas se plaindre auprès de Mariam qui soutenait son fils. Quand elle se plaignait auprès d'elle, elle la frappait copieusement. Son dos était couvert de cicatrices et elle souffrait en silence. Mariam lui interdisait strictement de raconter à qui que ce soit ce qui se passait entre elle et son fils Clément et la menaçait carrément de la tuer. Chaque jour, Clément la forçait et abusait d'elle. Elle priait chaque jour pour que Dieu vienne à son secours. Avec le temps, Mariam lui interdit même d'aller à l'école. De son côté, Karen avait beaucoup de mal à respecter sa part de marché avec Chinedu. Elle n'arrivait toujours pas à trouver une jeune fille vierge qui répondait aux exigences de Chinedu. Elle décida de s'enfuir pour échapper à la colère du vieil homme. Elle expliqua la situation à son mari, qui était très furieux. « Comment peux-tu être aussi folle, Karen ? Tu sais combien Chinedu est redouté dans cette ville, mais tu t'amuses quand même à conclure un marché avec lui qui met la vie de notre fille en danger. As-tu réfléchi une seule seconde à ce que tu as fait ? Écoute, ce n'est pas le moment de me réprimander. Aide-moi juste à trouver une solution pour que nous puissions nous enfuir la ville avec notre fille. Nous n'avons plus le choix de toute façon. » N'ayant plus d'autre choix, son mari la rejoignit et l'aida à faire ses valises. Dès qu'ils ont franchi la porte avec leur fille, ils furent entourés par les gardes de Chinedu qui les attendaient déjà dans la cour. Il était venu, comme convenu, pour récupérer la petite fille. « Où comptiez-vous aller, jeune femme ? N'avons-nous pas un accord ? » « Oui, je sais, je suis vraiment désolée, mais s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. » « Quel temps, madame ? Combien de temps m'avez-vous déjà demandé d'attendre ? Je ne veux rien entendre. » Son mari essaya de lui parler. « Donnez-moi quelques jours, monsieur Chinedu.
Je vous rembourserai la totalité de la somme. » Mais Shinedu ne voulait plus rien entendre. Il ne voulait accepter aucune négociation. « Comment s'appelle votre fille que votre mari tient là-bas » demanda-t-il. Balbutia Karen. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Shinedu reprit avec colère. « J'ai demandé comment elle s'appelle, bon sang. Elle s'appelle Gracieuse, répondit-elle en larmes. « Allez la chercher, ordonna-t-il à ses hommes. Amenez l'enfant, je vais m'occuper d'elle. » Sans un mot, il prit l'enfant et se tourna pour partir. Tante Karen pleurait et le suppliait. « Ne me faites pas ça, Shinedu. Vous me connaissez depuis très longtemps et nous faisons des affaires ensemble. Ne me faites pas ça, c'est ma seule fille. » Shinedu était déjà loin. Il s'en alla avec la petite fille, sans compassion ni un regard en arrière. Son mari était perdu. Pendant des jours, tante Karen ne pensait qu'à sa petite fille. Elle s'inquiétait chaque jour, se demandant ce qu'elle devait faire. La scène du moment où Shimedu avait ramené sa fille lui revenait sans cesse à l'esprit. Les années passèrent, et Alia avait beaucoup grandi. Elle avait maintenant 17 ans et vivait toujours chez sa tante Mariam. Rien n'avait changé dans sa vie, et elle travaillait toujours jour et nuit sous les ordres de Mariam. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau, elle tomba sur son vieil ami Peter, avec qui elle était allée à l'école. Peter avait lui aussi beaucoup grandi. Il était devenu grand, semblait très accompli et financièrement à l'aise. Dès qu'il vit Alia, il lui demanda « Peux-tu me dire pourquoi tu as arrêté de venir à l'école ?» Elle répondit que c'était son oncle Moïse qui payait ses frais de scolarité, mais qu'il était malheureusement décédé. Peter comprit sa douleur. Il lui donna un peu d'argent et un petit téléphone pour qu'elle puisse l'appeler si elle avait besoin de lui. Alia le remercia, et il s'en alla. Arrivée à la maison, elle cacha discrètement le téléphone et l'argent sous le lit. Un jour, alors qu'Alia faisait le ménage, elle se précipita dehors pour vomir. Mariam, qui était dehors, vit toute la scène. Elle connaissait ce symptôme, alors elle soupçonna qu'elle était enceinte. Elle s'approcha d'elle. « Je savais que ce jour viendrait, petite idiote. Je savais que tu finirais par tomber enceinte sous mon toit parce que tu es une pute. » Elle se jeta sur elle et en profita pour la frapper violemment. « Qui est le père ?» cria-t-elle. Alia était en larmes. Elle savait que c'était Clément parce qu'il couchait avec elle tous les jours. Elle finit par répondre, au milieu des larmes, que c'était Clément qui l'avait mise enceinte. Mariam fut surprise. « Clément, mon fils ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est lui qui l'a fait » répondit Alia. Elle appela alors son fils pour lui demander des explications. « Clément, Alia dit que c'est toi qui l'as mise enceinte. Tu sais quelque chose à ce sujet ?» Clément jura qu'il n'était pas l'auteur de cette grossesse et qu'il n'avait rien à voir avec cela. Elle se retourna alors avec colère vers la pauvre fille. « Pourquoi mens-tu sur mon fils ? Pourquoi essaies-tu de lui mettre sur le dos quelque chose dont il n'est pas responsable ?» En pleurant, Alia insista. « C'est vraiment lui qui m'a fait ça. Il me viole chaque soir. Je ne mens pas, croyez-moi. » Mariam reprit le balai et recommença à la frapper. « Tu oses encore me protester ? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas rester dans ma maison avec cette chose dans ton ventre. Tu es assez grande et tu connais bien ces choses, alors tu devras partir d'ici et te débrouiller toute seule. Je ne peux pas te nourrir, toi et cette connerie que tu portes dans ton ventre. Si tu ne veux pas que les choses soient comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est de te débarrasser de cette chose dans ton ventre. » Au début, Alia pensait que c'était juste une mauvaise blague lorsque Mariam l'emmena chez un médecin du village. Elle demanda au médecin de faire avorter Alia. Alia pleurait toutes les larmes de son corps et ne savait plus où se mettre. Elle avait été forcée de subir un avortement contre sa volonté. Elle n'avait jamais pensé qu'elle commettrait un tel péché.
Après une longue intervention, le médecin alla confronter Mariam pour lui poser quelques questions. Pendant mon opération, j'ai remarqué qu'Alia avait une lésion due à un coup violent qu'elle aurait certainement reçu. L'avez-vous frappée par hasard ou lui avez-vous porté un coup ? Mariam demanda. Pourquoi vous demandez ça ? Est-ce qu'il y a un problème ? Le médecin lui annonça qu'Alia avait perdu son utérus. J'ai bien peur que votre fille ait perdu son utérus. Elle ne pourra plus avoir d'enfant, confia le médecin. C'est tout ? Je pensais que c'était quelque chose de grave. Qu'elle puisse avoir des enfants ou pas, je m'en fous. Pendant ce temps, Alia se tenait près de la porte et écoutait toute la conversation. Elle apprit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants, et des larmes coulèrent de ses yeux comme de l'eau. Pourquoi tout cela m'arrive dans ma vie ? Arrivée à la maison, Mariam sentit un vide dans les yeux d'Alia et lui demanda « Y a-t-il un problème ?» Elle répondit « S'il vous plaît, est-ce que le docteur vous a dit quelque chose à mon sujet ?»« Me dire quoi, jeune fille ? Maintenant, tu es assez grande pour poser des questions. Il n'y a rien que tu dois savoir. La seule chose que je sais, c'est que depuis qu'on a quitté le bureau du docteur, tu as une mine qui commence à m'énerver. Alors, c'est à moi de te demander si tu as un problème. » Alia réalisa à ce moment qu'elle n'obtiendrait pas la réponse qu'elle souhaitait. Alors elle alla tranquillement dans sa chambre. Cette nuit-là, elle fut envahie de questions. Depuis la mort de l'oncle Moïse, elle n'avait jamais trouvé la paix dans cette maison. Malgré tous ses efforts pour faire soigneusement tout ce qu'on lui demandait, elle n'était pas appréciée. Ce serait mieux pour moi de partir rapidement avant qu'il ne finisse par me tuer, pensa-t-elle. Pendant que tout le monde dormait profondément, elle rassembla ses affaires et quitta à nouveau la maison. J'ai maintenant 17 ans, et je sais très bien ce qui est bon pour moi, se disait-elle. Son vieil ami Peter vivait désormais seul. Lui aussi avait eu des problèmes avec ses parents adoptifs, alors il avait décidé de vivre par lui-même et d'apprendre à se débrouiller seul. Il vivait maintenant dans une grande maison en ville. La dernière fois qu'il avait vu Alia, c'était le jour où elle devait aller chercher de l'eau. Il lui avait donné un petit téléphone et un peu d'argent, lui demandant de l'appeler si elle avait besoin d'aide. Tout ce temps, Alia avait bien le téléphone, veillant à ce que personne ne le trouve et ne le prenne. Cette nuit-là, devant la maison de Mariam, elle prit le téléphone et composa le numéro de Peter. Il y avait un problème de connexion cette nuit-là, donc le numéro ne passait pas. Elle s'accrocha à son seul espoir et essaya désespérément d'appeler à nouveau. Après quelques minutes, Peter répondit finalement. « Bonsoir, Alia, dit-il. As-tu un problème ? » « Oui, Peter, j'ai vraiment besoin de ton aide. » Peter fut un peu surpris, vu l'heure. Il regarda sa montre. Il n'était que 2 heures du matin. « Mais il est tard, Alia. Je viendrai t'aider demain. Il n'est que 2 heures. »« Oui, Peter, mais je me suis enfuie de chez moi, » répondit-elle. « Je n'ai nulle part où dormir, et je suis à la rue. » Peter prit rapidement sa voiture pour aller la rejoindre. Alia lui donna l'emplacement et les détails nécessaires. Quelques minutes plus tard, Peter la retrouva et décida de l'emmener chez lui. Pendant le trajet, Alia resta silencieuse. La journée avait été épuisante pour elle. Il était donc normal qu'elle soit fatiguée. Une fois arrivée chez Peter, il l'accueillit et l'installa. Curieux, il lui demanda « Que s'est-il passé ? Pourquoi t'es-tu enfuie de chez toi ?» Mais Alia ne répondit pas. Elle resta silencieuse et Peter comprit rapidement qu'il serait inutile d'insister. Il décida de reporter la conversation au lendemain. « Tu peux dormir dans la chambre et je resterai dans le salon. » Alia se leva et se dirigea vers la chambre après avoir remercié Peter. Pendant que Peter rassemblait ses affaires pour s'installer dans le salon, Alia l'interpella. « Excuse-moi de demander, mais comment as-tu obtenu de tout ça ? La maison,
L'argent que tu m'as donné au marché. Tu m'as dit que tu étais orphelin et que tu vivais avec tes parents adoptifs. Je sais qu'ils ne prennent pas bien soin de toi. Alors je ne pense pas qu'ils t'aient donné tout ça, surtout que tu es encore jeune. Peux-tu m'expliquer où tu trouves l'argent pour faire tout ça? Peter sourit et lui demanda de se reposer, promettant de lui expliquer le lendemain quand elle se sentirait plus à l'aise. Elle alla se coucher tranquillement, ne voulant pas insister sur la conversation. Cette nuit-là, pour la première fois, elle dormit sans penser à ceux qui l'attendaient le lendemain. Le lendemain matin, Mariam se réveilla très tôt pour demander à Alia de faire les tâches ménagères. Elle est entrée et a vu qu'Alia n'était pas là. Elle a commencé à crier son nom, pensant qu'elle pourrait être sous la douche, mais aucune réponse. Elle est immédiatement allée dans la chambre de son fils aîné pour lui demander s'il l'avait vue. « Je ne sais pas où elle est, mais s'il te plaît, maman, laisse-moi dormir. Tu vois bien que je dormais quand tu es entrée. » Elle est retournée dans la chambre d'Alia, espérant la trouver, mais en vain. Elle a fouillé la chambre et a remarqué que les affaires d'Alia avaient disparu.